Bonjour à tous, bienvenue dans RMC Pêche, maintenant votre rendez-vous tous les 15 jours où on parle pêche, le podcast RMC. Alors pour co-animer cette émission, déjà la numéro 5, il nous rentre 2 guidages en Irlande, notre trèfle à 4 feuilles, Arnaud Brière. Comment vas-tu Arnaud ? Salut, je vais super bien. Ça va bien ? Ouais. Alors ensuite, notre invité RMC Sport, Maxime Grenot. Maxime, tu vas bien ? Ouais, ça roule. Alors tu nous viens de... Sur Annecy. Annecy, aussi encore un habitant de la principauté de Savoie. Et puis autre invité pêche, ce mois-ci, il nous vient de l'Aube, c'est avec ça. un B, Vincent De Bruyne. Alors rien à voir avec le footballeur. Rien du tout. Salut Vincent. Il nous parlera de cette merveilleuse destination pêche. Alors au sommaire de ce RMC pêche, alors on va parler de la bête noire des pêcheurs, messieurs, le cormoran, voilà, dans la pêche aux infos. Ensuite, débat sur l'ouverture du Carnat, est-ce que c'est trop tôt, les histoires de quotas. Ensuite, on prendra la destination de l'Aube, on vient de le dire, avec Vincent. Et puis, dans l'atelier, on parlera du spinnerbait, l'appât par excellence printanier. Et puis, on retrouvera un auditeur, Sacha, au 3216. Et puis, on commence tout de suite avec, on va découvrir Maxime. Alors, Maxime, pour rappeler à nos auditeurs, tu es un ultra-trailer. À la base, ouais. Alors, en gros... Grosso merdo, il fait à peu près en une course qu'on fait, toi et moi, Arnaud, à peu près une à l'année. Voilà. Alors, explique-nous un peu ce que c'est. Ultra trail, c'est c'est parcourir un grand morceau en montagne le plus vite possible. Avec des dénivelés. Avec des dénivelés, que tout le monde connaît ici, le Tour du Mont Blanc. D'accord. L'UTMB qui est hyper connu à Chamonix, qui est fin du mois d'août. Donc du coup, voilà, moi je viens de là, mais je suis pêcheur, on est de coureur. Donc, tu vois, alors, pêcheur de quoi sur Annecy ? À la base, je suis des Vosges, moi. Je suis du Nord-Est. D'accord. Donc, je viens de là, donc j'ai appris, 5 ans. Mon père m'a mis une canne à la pêche dans les mains, tu vois, avec mes frères. Et je pêche tout. Maintenant, je suis sur Annecy, donc plutôt truite en rivière, un peu en lac, mais plutôt en rivière. Mais dès que je remonte dans les Vosges, carpe et brochet, volontiers, ouais. D'accord. Et toute technique, il y a la truite ? Parce qu'on a vu Mathieu Gorgelin qui était plutôt un pêcheur, lui, toc mouche. On a des pêcheurs plus soleurs. Ouais, moi je suis nymphotoc, beaucoup de nymphotoc, avec un de mes frères qui est là aussi sur Annecy, et puis l'heure aussi, quand les eaux sont froides en début de saison, tu vois, voilà. D'accord. Ça dépend. Et donc, tu es le fondateur de l'appli The Fisher. Alors, Arnaud est incollable là-dessus. On l'a vu, il nous a fait une démo. Oh, j'ai été m'inscrire, j'étais curieux parce que c'est vrai que je la connaissais pas. Donc j'ai été m'inscrire pour voir. Je trouvais ça bien, je trouvais ça sympa. Ouais, c'est tout récent. Est-ce que tu peux parler de cette appli qui est en fait une communauté ? Ouais, alors le but c'est vraiment faire une appli communautaire. Je fais le parallèle souvent entre le sport endurance ou une app comme Strava a pu le faire, réunir une communauté sur une application. Avec un de mes frères, on s'est dit tiens, on peut pas le faire pour la pêche. Et du coup, on s'est lancé. Et puis finalement, ça prend bien. On a quand même plusieurs milliers d'utilisateurs aujourd'hui. Et du coup, on se structure. Et le but c'est clairement que les gens viennent poster leurs prises. Il y a un côté gamification, il y a des expériences, il y a des classements, il y a des concours avec des partenaires. Tu débloques des cartes Pokémon entre guillemets. On a un fish index où tu prends une carpe, tu as la carte de la carpe qui sort, parce que la communauté est de plus en plus jeune aussi chez les pêcheurs. Tu as un forum, on sait que les gens font beaucoup de YouTube, donc on permet de mettre leur chaîne YouTube sur l'application aussi pour faire un relais de croissance pour ces gens-là qui aiment bien communiquer sur YouTube pour les vidéos longues. Voilà, le but c'est ça, communautaire, on a une map, tu peux alerter si l'OFB, s'il y a un problème, un braconnage, la pollution. On trouve ça cool aussi de le faire, parce qu'on est aussi côté environnemental, tu vois, on n'est pas juste là pour dire on poste des poissons. Tu mets tes prises si tu as envie aussi, tu peux ne pas le faire, mais ça permet de référencer sur une map plein de points où tu dis tiens, je change d'endroit, qu'est-ce que je peux pêcher dans le coin, qu'est-ce qui a été pris à tel endroit. Donc partager ses spots et tout. C'est ça, donc le but c'est tout ça. Donc téléchargez l'appli The Fisher, puisque Arnaud commence à partager ses spots en scène. Allez-y, Vincent va l'installer aussi. On va être bien. Et du coup c'est gratuit, ça se télécharge sur Apple, c'est ça, ouais. Apple, Android. Ouais, c'est gratuit. Bon c'est top alors. Téléchargeons tous l'appli The Fisher. Allez, on attaque tout de suite les débats avec la pêche aux infos. Alors, la pêche aux infos, c'est je m'en fous pas. C'est très simple. Ce mois-ci, on parle des tirs et l'effarouchement des cormorans à nouveau autorisés
sur certains plans d'eau. Et pour parler de ce sujet, messieurs, ultra brûlant, on a David Fernandez avec nous en direct, qui est membre du bureau de la FNPF et président de la Fédération départementale de pêche de l'Aube. Bonjour président. Bonjour à vous tous. Bon, il fait beau dans le sud. Alors cette fois-ci, c'est bien l'Aube, l'Aude avec un D. C'est ça. Oui. L'Aude avec un D. On a l'Aube avec un B et l'Aude avec un D. Alors président, c'est un sujet en ce moment qui est méga brûlant. On le voit sur les réseaux sociaux, partout on en parle, même aux infos. On va dire la prolifération de cette population venue du Nord. Alors c'est pas les Vikings, c'est les cormorans. Est-ce que vous pouvez en dire plus un peu sur parce qu'on est à plus de 30% de progression, je crois, ces dernières années, c'est ça? Oui, tout à fait. On a explosé depuis quelques années les populations hivernantes, notamment en France. Et les derniers comptages qui ont eu lieu en 2024, les comptages nationaux, ont démontré cela. Voilà. Parce que là, en fait, on sait à peu près combien, c'est 120 000, c'est ça? Tout à l'heure, on en parlait avec Arnaud, c'est 120 000 à peu près à l'hivernage en France. Alors, on compte 120 000, c'est bien ceux qui vivent là à l'année, ils sont installés, quoi. C'est plus, il n'y a plus de migration, il y a plus tout ça, quoi. Non, c'est les 120 000 qui viennent en France pour passer l'hiver chez nous. L'hiver chez nous et s'alimenter chez nous. D'accord. Alors, en plus, avec nous, on a Vincent de Bruyne qui, lui, pêche essentiellement sur la forêt d'Orient et sur le Der. Toi, les cormorans, t'en croises tous les matins, quoi. Ouais, c'est ton des milliers arrivés à l'hiver, des milliers et des milliers. Et ils ont un très gros impact sur la biomasse globale du lac. Et il y a d'ailleurs une étude qui est faite là sur le lac du Der actuellement pour essayer de mettre en corrélation l'impact du cormoran sur les populations piscicoles et essayer de trouver une gestion adapté en tout cas. Fait par un cabinet d'études piloté par notre ami Arnaud Mahut. Tout à fait. Président, vous pouvez nous donner un peu les chiffres. En fait, ça mange à peu près combien de grammes ou de kilos de poissons par jour, ces volatiles? Alors, ça consomme à peu près entre 400 et 500 grammes par jour. En deux repas, environ, le matin notamment, c'est le premier repas le plus important pour lui, dès son lever, et puis notre repas un peu plus petit dans l'après-midi. Mais outre ceux qui mangent, c'est ceux qui stressent et ceux qui blessent aussi. Voilà, ça c'est quand même sous-estimé aussi. Voilà. Bon, il faut savoir que on a quand même maintenant les moyens en France de faire des régulations, puisqu'on a obtenu un arrêté ministériel en février 2025 qui permet à chaque préfet de chaque département de pouvoir déroger à cette interdiction de tir. Alors président, justement, moi je suis dans une fédération aussi et on en voit passer un peu sur les réseaux et dans l'actu. C'est pas un peu un chemin de croix justement de faire ces autorisations pour pas que l'arrêté préfectoral se fasse ensuite retoquer par des associations un peu environnementales ou pro volatiles. C'est pas un peu compliqué et fastidieux? Alors c'est compliqué et fastidieux pour deux raisons. La première raison, c'est que dans nos fédérations, on n'est pas armé. On n'est pas armé pour monter encore ce genre de dossier juridique. On a de très belles compétences en matière technique. On sait monter des dossiers, mais monter des dossiers dans le cadre de demande de destruction d'un animal qui est protégé, c'est compliqué. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui fait que ça a été compliqué cet hiver pour avoir des autorisations, c'est qu'on a des services de l'État, ou par les compétences, ou par certaines personnes qui font du zèle, ou ont eu du mal à nous donner des dérogations. Voilà, il faut savoir qu'il y a des fédérations, pas mal de fédérations qui ont déposé des dossiers et qui à ce jour attendent encore des autorisations. Voilà, et ça c'est inacceptable. D'accord. Et donc ça, c'est de toute façon, en fait, il n'y a que les fédérations en amont qui peuvent faire ces demandes d'effarouchement et de tir. Alors ça regroupe les deux, effarouchement et tir, on est d'accord, Effarouchement et tir, sachant que l'effarouchement, à plusieurs endroits, ça a été démontré, déjà c'est très compliqué, ça dure qu'un temps, je dirais, ça dure une dizaine de jours et puis l'oiseau s'habitue, que ce soit des canons ou autres, et malgré tout, cet effarouchement peut avoir des répercussions sur notre espèce. Donc, à un moment donné, l'effarouchement, voilà, c'est très compliqué.
Il y a des études qui ont été mises en place, que ce soit en France ou en Europe, qui montrent que finalement, seuls les tirs létaux, à un moment donné, permettent de renverser la tendance, pas sur je dirais, la régulation de l'oiseau. C'est pas ce qu'on demande d'ailleurs. Nous, on demande à protéger des poissons. Voilà. Mais on a les moyens. Il faut qu'on se mette en ordre de marche. Il faut qu'on explique un peu mieux à nos fédérations déjà comment monter un dossier dérogatoire. Et puis il faut surtout, et notre président Claude Roustan l'a fait au niveau national il y a pas longtemps, a demandé des comptes à la ministre pour savoir ce qui se passait dans les DDT, alors que à ce jour, la fédération, je le répète, qui attendent encore des arrêtés. Alors on voit que c'est un problème qui est européen, parce qu'on voit au Danemark, ils ont plus de 90% de pertes sur certaines rivières. En Slovaquie, c'est un désastre. De plus en plus, on en voit en Allemagne, les gens commencent aussi à râler, en Pologne aussi. Toi, Arnaud, qui voyage pas mal, est-ce que t'en vois aussi en Irlande, de l'autre côté de la mer? Alors, en Irlande, on en voit très peu. Il y en a très peu en eau douce. Vu le temps qu'il fait, je comprends pourquoi ils traitent plus dans l'autre que là-bas. Je voudrais préciser qu'il y a deux sortes de cormorans en France. On parle du grand cormoran, oui, voilà, ouais. dont le siège est quand même le littoral en France. Donc aujourd'hui, on a aussi un problème de ressources sur le littoral qui fait que les poissons sont venus se nourrir en eau douce. Les oiseaux. Les oiseaux sont venus se nourrir en eau douce. En Irlande, on n'a pas ça. Il y a très peu de pêche. Il y a très peu de pêche sur la côte. Il y a encore beaucoup de poissons fourrage sur la côte, et les cormorans sont à la côte. On en voit très peu en eau douce. Donc je pense qu'il y a quand même une réflexion à avoir aussi là-dessus. Sur les stocks de poissons. Sur les stocks de poissons en mer, parce qu'effectivement, donc aujourd'hui, on a beaucoup de cormorans en eau douce, mais les grands cormorans, mais principalement parce qu'ils n'ont plus à bouffer dans leur milieu d'origine. Donc ça, c'est quand même un vrai problème. Je reviens sur un chiffre. Je crois que le cormoran, aujourd'hui, on parle de 120 000 oiseaux qui rentrent en eau douce, qui passent l'hiver en eau douce pour se nourrir. Il avait été, c'est un oiseau qui est protégé depuis les années 80. En 83, on recensait 15 000 cormorans en France. Aujourd'hui, il y en a 115 000. Donc les populations ont été remultipliées par 10. Donc voilà, l'objectif a peut-être été atteint. Donc je pense qu'il y a un ensemble de choses à considérer. Effectivement, protéger la ressource pour qu'il puisse rester davantage dans son milieu naturel. Évidemment, protéger nos milieux en eau douce aussi, parce qu'aujourd'hui les populations de cormorans sont peut-être satisfaisante. Je suis pas un spécialiste ornithologique, mais voilà, mais bon. En Irlande, il y a très peu de cormorans. Alors on a l'avis des grandes plaines de l'Est, on a l'avis du littoral. Toi, Maxime, qui habite en montagne notamment, et que tu pêches beaucoup les rivières, est-ce que tu vois énormément de cormorans, et notamment une autre espèce qui est en train de s'implanter tout doucement sur l'Ain et sur le Jura, c'est les harles de Bièvre, c'est ça? Ouais, nous sur Annecy, ça va, on va dire dans les rivières, on n'est pas trop sujet à ça. Même les harles, ces fameux harles de Bièvre, ces poissons qu'on voit chasser dans les herbiers, les ombres et les truites. Ouais, moi rivière de montagne, tu vois, je prends l'exemple, là, il fait 20 degrés à Annecy, je suis allé pêcher hier, l'eau a monté de 40 cm, elle est verte, blanche, de neige, tu vois, donc ça reste vraiment très rivière à truites. Mais dans les plans d'eau un peu plus haut d'Annecy, il y a 2-3 petits plans d'eau, tu as juste à Arnaud, où on a des grosses truites, petit plan d'eau, et tu as juste une petite île au milieu, 3 arbres, les cormorans sont dedans. Et les grosses truites qui font 50, 60, voire plus, tu sais qu'elles y passent. Donc ça fait un peu chier, franchement. Ouais. Alors, président, je doute bien que le cormoran, c'est un peu la bête qui hante vos nuits, et le harle de Bièvre, c'est quoi? C'est la prochaine étape? Est-ce que cette fois-ci, autant le cormoran, on a laissé un peu venir, et puis maintenant on en paye un peu, on essuie les plâtres? Est-ce que le harle, c'est une espèce qu'il faut déjà se méfier, peut-être prendre un peu le taureau par les cornes et les devants? Oui, alors déjà, je vais t'emposer un peu sur le cormoran en disant que c'est. On parlait tout à l'heure de l'Europe. La SNPF a pris déjà des attaches au niveau européen avec nos collègues européens pour traiter ce dossier. Je le dis, il faut savoir que la France est le seul pays européen qui a obtenu des dérogations de tir. Voilà, ça il faut le savoir. Donc c'est une mise en musique, on va reparler avec nos collègues de fédération à l'AG de la FNPF fin juin. Alors sur le Bièvre, on n'a pas attendu puisqu'on a déjà travaillé sur ça, et c'est notamment l'Union de bassin Rhône-Méditerranée-Corse qui travaille sur ce dossier. À la demande de la Fédération de l'Ain, entre autres. À la base, donc voilà, les discussions sont lancées. Ça va être le même travail
ça va être le même travail que pour le cormoran. Hein. Il va falloir démontrer l'impact du grain cormoran. Mais voilà, le travail est déjà lancé dans notre réseau. Alors courage, président. Merci à vous, David, de nous avoir accordé cette petite interview. On passe tout de suite à l'heure des pêcheurs pour le gros débat. Alors messieurs, ça y est, on est chaud. Après le cormoran, on s'attaque aussi à un autre sujet un peu hot en cette période d'ouverture du carnassier. Alors la pêche du carnassier, notamment du brochet, vient d'ouvrir et depuis 2 jours. Et la grande question, ce débat du jour, c'est ce prélèvement avec ce quota de 3 carnassiers par jour, hein. Et puis aussi au niveau des dates d'ouverture. Messieurs, vous en pensez quoi? On va commencer avec Vincent, guide de pêche spécialisé dans le carnassier. Vincent, est-ce que tu peux nous en dire ton avis justement sur ce quota, et puis sur les après on en parlera un peu plus tard sur les dates. Sur les quotas, c'est 2 brochets et c'est 3 carnassiers dont 2 brochets. Maximum, avec une possibilité de déréguler, de faire un seul brochet pour 200. Donc, voilà, mais c'est 2 brochets là-bas. Ah ouais, aussi, magnifique. C'est des quotas, c'est beaucoup quand même. Ça fait 3 poissons par jour pour les gars qui s'en occupent, et quand tu tombes dans les semaines fastes, ça peut aller vite. Ça peut aller très très vite. Alors après, moi je suis pas pour un no-kill intégral, tu vois. Ça a prouvé aussi que c'était pas non plus la meilleure gestion, mais il faudrait un quota plus équilibré. Et pourquoi pas venir sur des systèmes comme à la chasse, comme il y a sur les lacs d'Orient ou les lacs du Ders, c'est-à-dire un système de bague, de capture ou de bague, ouais, tout à fait, exactement. Avec des contrôles. Par contre, ça demande derrière un renforcement des contrôles et un vrai suivi pour pas qu'on puisse abuser non plus, quoi. Alors, il faut savoir que jusqu'en 2016, il y avait 0 autre quota que le brochet, hein. C'est-à-dire on pouvait prendre black bass et tout ça illimité. Puis les premières règles en première catégorie pour le broc, c'est 2019. Donc c'est vraiment récent. Donc ça a été aussi pour les quotas carnassiers, ça a été suite à des concertations avec les assos Black Bass France notamment, et puis Carnavenir. Maxime, alors toi c'est carnassier, quand tu remontes chez toi, qu'est-ce que tu penses de ce quota déjà? Le quota, comme on disait, c'est assez élevé quand même. Tu vois, si tu en prends un de temps en temps, tu vas pas en manger tous les jours. Tu vois, je parlais principe là, un de temps en temps, pourquoi pas un beau poisson. Mais après, c'est quand même sympa de prendre un poisson, de le remettre à l'eau. Moi, je remets tout à l'eau, donc si tu veux, je suis pas dans cette tranche qui ramène à la maison. Est-ce que tu en consommes de temps en temps? Quand j'étais plus jeune, oui, parce que c'était un peu la génération qui voulait ça. Mais puis maintenant, non, je remets tout. Voilà. Arnaud, ton avis sur la question, toi qui en plus pêches en Irlande, où on va dire déjà les brochets ils les mangent pas. Alors, je pêche pas qu'en Irlande, je pêche aussi quand même. Notamment la Seine surtout. Partie de l'année. Écoute, moi je les ai trouvés très mignons là. Moi j'ai envie de te dire que c'est complètement disproportionné. À mon sens, 3 carnassiers par jour, c'est beaucoup trop. Le no-kill intégral, c'est clairement une bêtise. Je pense que ça peut être un plaisir de manger le produit de sa pêche de temps en temps. Il faut pas enlever ça. Maintenant, la pêche vivrière, je pense que c'est d'un autre siècle. Là, on n'a plus besoin d'aller à la pêche pour bouffer. Le brochet, quand on dit le brochet, on sait que c'est un poisson sensible, c'est un poisson endémique. C'est d'ailleurs la seule qui est espèce vulnérable, notamment dans ces carnassiers. Et techniquement, l'État pourrait dire, il y en a qu'une qui est vraiment en état vulnérable. On fait un quota que pour le brochet, et les autres c'est limited. Moi, à mon sens, 2 brochets, un centre par jour, ça veut dire une semaine de pêche où t'es en vacances ou quand ça mord bien. Enfin voilà, ça veut dire 14 brochets et 7 centres dans la semaine. Avec ça, on nourrit le camping, on remplit le congélo, on se fait pas plaisir à table. Donc moi, je pense qu'effectivement, si on veut manger un brochet ou un cendre une fois de temps en temps pour se faire plaisir à Noël, pour la communion, à Pâques, quand on veut, pas de problème. Mais autoriser 150 carnassiers par an, pour moi, c'est un carnassier par jour. Hors de sujet. C'est déjà pas mal. Effectivement, ça passe du coup par des bagues, par un carnet de capture, par un contrôle plus précis. Je rappelle quand même que je pense que la majorité des pêcheurs sont des gens qui respectent la législation, même si elle est contraignante. Oui. Il y a toujours des gens qui vont contre, mais il y a quand même plein de gens qui respectent. Donc voilà, ce sera déjà. De toute façon, le gars qui en prend 6, demain tu mets un quota à 1, il en prendra toujours 6. Il en prendra toujours 6, voilà. Y a pas, voilà. Donc c'est sûr que c'est contraignant pour les instances qui gèrent la pêche, en termes de contrôle, en termes de bagues. Mais moi j'ai pas le système parfait en tête. Mais voilà, pour répondre clairement à la question, pour moi 3 c'est beaucoup trop. Ça se fait dans d'autres pays, ils arrivent à contrôler avec des. Donc les gars, on dit bien que vous êtes quand même plus pour un quota, on va dire, annuel. Interdire une enveloppe de tant de carnassiers à l'année. Interdire le prélèvement total.
Je trouve que c'est bête parce qu'il y a plein de gens, parce que moi je comprends tout à fait le plaisir de manger une belle perche ou un centre quand on va, ou une truite quand on va au bord de l'eau. Donc faut surtout pas interdire ça. Oui. Mais il faut que ça reste dans la mesure du raisonnable et ce que peuvent fournir nos milieux. Aujourd'hui, on le sait, ils sont dégradés, on court après les poissons. Aujourd'hui, c'est voilà. Pour après, je sais pas si on va parler de la taille, mais il y a aussi ça. Hein, le prélèvement, ça dépend aussi ce qu'on prélève. Ça c'est un autre sujet. Mais voilà, moi je pense que il faut pouvoir laisser la possibilité aux gens de consommer un poisson de temps en temps quand ils le veulent, mais dans une limite, à mon sens, beaucoup plus raisonnable. Ok, et maintenant au sujet des dates. Alors, pareil, encore une fois, on le répète, les dates sont calquées sur la phase, enfin sur les dates de reproduction du brochet. Le brochet, espèce vulnérable. Donc techniquement, les adapter aux autres carnassiers qui, eux, sont pas en voie de disparition, extinction ou même vulnérables, sont pas classés, c'est compliqué. Donc trop tôt, trop tard ou c'est... Moi d'abord bah allez, vas-y, t'es chaud. Je vois que t'es chaud dans... je suis rarement frais. Hein. Je vois bien qu'il a les yeux qui brillent. En fait, le problème, c'est qu'on a une fermeture finalement qui englobe un peu tous nos carnassiers d'eau douce, qui ferait pas du tout au même moment. On a une fermeture, je vais prendre le cas du cendre. Hein. On arrête de pêcher le cendre le 30 janvier, fin janvier, le dernier dimanche de janvier. À mon sens, c'est beaucoup trop tôt parce qu'on prive tout le marché de la pêche, hein, l'industrie de la pêche, les pêcheurs, etc., d'une vraie période faste dans laquelle on pourrait continuer à pêcher le cendre. Oui, il y a encore quelques et semaines, qui, à mon sens, ne serait absolument pas préjudiciable pour la reproduction du cendre. Par contre, on reprend en mai, alors qu'on sait que souvent ils sont encore sur les frayères le 15. Donc voilà. Donc à mon avis, là, il y a un problème clairement de date sur le cendre. Le brochet, on interdit de le pêcher jusqu'au mois de mai. Voilà, les brochets ont fini de frayer bien souvent au mois de mai. On pourrait peut-être commencer plus tôt. Tout le problème, c'est toujours la même chose. C'est d'arriver à trouver, de protéger nos populations, à trouver des dates qui permettent de protéger la reproduction dans de bonnes conditions pour que les rivières soient pérennes. Et puis à côté de ça, c'est de donner un maximum de temps de loisir un maximum de temps de pratique à notre sport. Donc c'est compliqué. Je pense que ça s'adapte sûrement en fonction des zones, parce que les brochets feraient pas au même moment dans le sud-ouest que dans le Jura. Et puis après, ça passe peut-être par une autre politique, c'est-à-dire interdire le prélèvement pendant ces périodes-là. Voilà, ça passe aussi par... Alors pour le centre, j'en reviens au centre, nous, si on prend dans les Hauts-de-France, Nord et Nord-Pas-de-Calais, voilà, c'est une région bien chauvin. Nous, les cendres sont en eau kill jusqu'au 15, à peu près au 15 juin. Jusqu'au 15 juin, ok, très bien. Ça me paraît adapté. Ça, c'est une des gestions qui serait bien à mettre en place, comme ils peuvent faire en Aveyron, quoi. C'est-à-dire que tu peux continuer à pêcher, mais par contre, si tu pêches le cendre et que tu attrapes un brochet, tu relâches le brochet. Si tu attrapes un cendre pendant la période où il est fermé en pêchant le brochet, tu relâches ton cendre. Et en fait, essaye de laisser la pêche ouverte le maximum de temps, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un repos biologique à respecter? Parce qu'on voit, là, dernièrement, on a vu quelques brochets juste avant de frayer qui étaient des grosses femelles qui étaient énormes. Les mecs font des photos, ils les foutent au vivier, ils les pèsent. Je pense que c'est un peu aussi préjudiciable pour la repro, non? Après, c'est une histoire de culture. C'est-à-dire qu'il faut aussi arrêter d'avoir envie de se mettre en avant. On peut aussi attraper son poisson, faire une photo rapidement. 100% raison. C'est comme pêcher les basses sur les nids pour faire un gros bass. Alors c'est en no-kill, mais on se donne bonne conscience, c'est en no-kill, mais c'est pour faire une belle photo, quoi. C'est sûrement aussi une question de communication et d'éducation, entre guillemets, des pêcheurs. Aux pêcheurs, on leur a mis conscience de pas pêcher juste en pré. Si les mecs qui connaissent le truc, qui savent qu'on est en pré-spawn, que les brochets 15 jours avant, quand les grosses femelles sont vachement agressives, sont pas encore sur les frayères. Mais qu'on soit clair, un brochet qui est en train de frayer ne mord pas. Mais juste avant, oui, et là ils sont hyper agressifs, et c'est clairement un moment, il faut pas trop manipuler les poissons, on peut les déranger. Donc aux pêcheurs d'être intelligents, d'être consciencieux avec ça, et puis si ça arrive de manipuler vraiment hyper rapidement le poisson, de faire abstraction de la photo à ce moment-là, mais ça passe sûrement par de la sensibilisation, par de l'éducation, par de la communication. Sur Black Bass, tous les pêcheurs de Black Bass du Sud-Ouest actuellement. Bien sûr. Poste en disant voilà, le pré-spawn est terminé, maintenant on les laisse un peu tranquilles pour essayer de dire aux gens prenez conscience de la chose, laissez-les tranquilles et revenez dans 2 mois. On pourrait faire la même chose sur toutes les espèces finalement. Sur les grosses perches aussi, c'est vrai que non, mais c'est vrai pour absolument tous les poissons. Donc il y a quelque chose à faire là-dessus.
Arnaud, en parlant de quota cendre, toi en tant que restaurateur émérite, le cendre au beurre, est-ce que tu as là, on demande dans l'oreillette, Le cendre, ça fait tourner le beurre, c'est bien connu. Hein. La meilleure recette. Niveau recette. Il la masterise, t'inquiète. Moi, je suis un mauvais. Moi, je suis pas un fan du poisson d'eau douce en général. Tu vois, je préfère franchement un lieu jaune à un cendre. Donc voilà. J'ai souvent ces discussions. Et c'était quoi ta question vis-à-vis de cendre au beurre. Et toi, Max, qu'est-ce que tu penses un peu de ces dates d'ouverture ? Est-ce que tu as déjà eu affaire à des... Parce qu'on parle aussi souvent, c'est des réserves temporaires. C'est-à-dire, on pourrait aussi, les fédés, le personnel de fédés, les techniciens pourraient localiser des zones comme ça de frais. Alors, il y aura toujours des centres qui iront frayer ailleurs. Est-ce que tu as déjà rencontré ça, ce genre de choses, des réserves temporaires ? Rencontrer, non, mais je pense que c'est une bonne chose. Je rejoins Arnaud quand il dit qu'il faut être malléable, dans le sens, tu vois, il faudrait être même par région. Mais ça demande du temps humain. Parce qu'il faut aller contrôler, il faut être sûr de... Baliser, quelqu'un qui vienne voir ce qui se passe, éduquer aussi les gens. Tu vois, informer tous ceux de cette région-là que pendant cette période, on ne pêche pas ça, ou on remet à l'eau, ou on évite. Donc ça demande beaucoup de temps humain, je pense. Mais c'est sûrement la meilleure solution. Ce serait ça, d'être adaptable en fonction des zones. Ouais, c'est ça. Mais en plus, on en parlait dans une des premières émissions avec Arnaud. Justement, c'était peut-être de baliser des zones de frayère pour éviter que les gens... Pour marcher dans les rivières. Marcher dans les rivières, c'était un peu ça. En fait, on pourrait baliser certaines rivières. Ils le font aussi, ça sur Pallissière et tout. Il y a pas mal de lacs dans le centre de Ils ont mis des zones réservées. Chez nous aussi, il y a des zones... On a un plan d'eau, là, la PPMA de Paluel, elle balise une espèce d'île au milieu où c'est un tapis de cailloux. Et en fait, c'est café. Il y a des gros brochets, mais c'est café de gros cendres qui viennent frayer. Voilà. Et tous les ans, ils prennent des mecs avec la main dans le pot de bonbons là en essayant, et du coup maintenant ils ont mis une balise. Alors c'est moche, c'est réducteur parce que ça réduit la moitié du lac, mais au moins pendant un mois et demi jusqu'à mi-juin les poissons sont et l'objectif est respecté, enfin l'objectif est atteint, c'est-à-dire que les poissons peuvent frayer dans de bonnes conditions tranquillement, et sans empêcher les gens d'aller à la pêche sur l'autre partie du plan. La pêche en gérant à côté les périodes, en mettant des zones limitées et tout, et je pense que ce sera pas mal, quoi. Mais fermer la pêche, c'est... Et encore une fois, un peu de pédagogie, surtout au niveau des pêcheurs. Alors on a parlé des cormorans, on a parlé des dates de fermeture, on a parlé du cendre au beurre. Donc forcément, maintenant on va voyager avec Vincent dans l'Aube, dans Destination Pêche. Alors, on a la chance d'avoir Vincent avec nous, qui est guide de pêche dans toute cette belle région. Alors, t'es pas guide de pêche que là-bas, hein. Tu fais aussi un peu les pays du soleil aussi. Je suis principalement sur le département de l'Aube. Ensuite, après, je fais aussi les Pays-Bas avec Arnaud, l'Irlande avec Arnaud. Ça fait plusieurs années qu'on bosse ensemble. Et puis l'hiver... vous faites pas que bosser ensemble, vous? Si, un peu quand même. On fraye ensemble. Nous, c'est au mois de juin, surtout. Oh la vache. De temps en temps, ils se font grappiner, mais... Non, et puis un peu de soleil l'été, parce que quand même, ça c'est mon... Alors c'est l'hiver du coup. Ouais, enfin l'hiver. Ouais, c'est ça, je vais chercher le soleil l'hiver. Ouais. Parce qu'en plus, vous, votre activité de guide de pêche, alors on vient de parler des dates de fermeture. Vous, après, ça vous fait quand même un gros temps mort de fin janvier pour toute l'industrie de la pêche même. C'est ça, ouais, même chez moi, des fois plus globalement, parce qu'Orient ferme le 31 décembre, donc si tu veux, janvier, février, mars... jusqu'à l'ouverture en avril, c'est zéro, quoi. C'est pas de pêche. Alors heureusement qu'il y a la Colombie, le Costa Rica qui sont là pour... Le Brésil et tout ce que tu veux, quoi. Bon, on n'est pas là pour parler des Brésiliens et des Brésiliennes, ni des Colombiennes. On va parler de cette super belle région d'où tu es originaire, c'est ça? Non, moi je suis originaire de pas loin de chez toi. Je suis originaire de l'Oise, de Picardie, presque le nord, mais je me suis arrêté avant, quoi. Comme Fred Derway avec nous. Donc t'es guide installé là-bas depuis 2006. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau dans l'Aube pour la pêche. À pêcher? Ah ouais, ce que j'allais dire, il y a le champagne déjà, ça, c'est chouette. Ouais, c'est la pas marqué, mais l'Aube, hein. Il y en a aussi. C'est le verlan de Beau, hein. Ouais, d'accord, ok. Le Daube, c'est de Daube. C'est ça. Le président va être content. On a des superbes... alors, on a... le gros de la pêche dans l'Aube, à mon sens, c'est les rivières de seconde catégorie. Tu vois, c'est la Seine, vraiment, de Laval de Troyes jusqu'à la sortie du département, on va dire jusqu'à un peu avant Montreux. Là, tu as la rivière Seine à pêcher, qui est juste magique pour le brochet, sur Nogent-sur-Seine, Marnay-sur-Seine, Marcilly-sur-Seine, enfin toutes ces zones qui sont de la vraie deuxième catégorie. Tu as une grande partie sur l'Aube aussi, qui est géniale pour le broc. Tu as des rivières très peu larges.
Tu vois, ça fait moins de 20 mètres de large à peu près, c'est pas profond, l'eau est claire, donc tu vois les brochets, tu vois les perches, tu vois les silures. On a très peu de cendres chez nous, mais tu vois tous ces poissons à vue et tu as des attaques qui sont toujours super excitantes. Et ensuite, tu as un des trucs qui est le plus, un des trucs qui fait voyager pas mal de gens, c'est les lacs de la Forêt d'Orient, les 3 lacs. Donc les 3 lacs, on le répète, Amance, le Temple et puis Orient. Donc avec Amance qui est celui qui marne pas, celui où on est la navigation est autorisée. Pas dernièrement, là ils font des tests un peu bizarres dessus, ils baissent les niveaux pour essayer de tuer les herbiers, mais bon, ça c'est encore quelque chose. Voilà, on sait pas. Une science. Visiblement ça marche pas, mais voilà. Mais c'est celui qui est autorisé au thermique et tout. Les 2 autres sont autorisés uniquement à l'électrique. Ils ont la particularité justement, c'est qu'ils ont mis une gestion particulière dessus, c'est-à-dire que tu as des quotas. Avec des bagues, tu as une maille qui est tout ce qui fait plus de 70 peut être gardé, tout ce qui fait moins doit être lâché. Et ils ont le droit à combien de bagues en fait C'est 10 bagues par an si je dis. Donc ils ont le droit à 10 poissons trophées à l'année. Exactement. Ouais. Donc ça c'est parfait. Ça peut être une piste. Ouais, ça c'est une bonne piste. Et vous gérez ça comment en fait ? Il y a des contrôles où ils vous envoient un peu comme moi j'ai pêché la truite de mer et le saumon, ils vous envoient une enveloppe avec les bagues. Non, les bagues faut les acheter en plus. C'est-à-dire que lorsque tu prends ta carte de pêche, tu prends ta carte et après c'est la somme elle est modique, ça doit être 2 €, quelque chose comme ça. T'achètes tes bagues en fait. D'accord. Et limité jusqu'à 10. Limité jusqu'à 10, elles sont numérotées, tout ça. Tu peux pas, normalement tu peux pas gruger. Et à chaque fois que tu captures un poisson, tu le bagues, un poisson maillé, tu le bagues, et ensuite il y a des contrôles. Si tu te pointes à la mise à l'eau ou si un garde vient sur l'eau te contrôle et qu'il n'y a pas de bague sur ton poisson, t'es amendable et puis voilà. Ça c'est respecté dans la majeure partie. C'est respecté. Tu entends parler de contrôles qui sont mal passés. C'est toujours la même chose. La majorité des personnes le respectent. Tu auras toujours une minorité qui le respecte pas. C'est pas pour ça qu'il faut pas le mettre en application. Après nous c'est contrôlé sur les lacs par les gardes de la PPMA. Il y a un garde payé à l'année, tu vois, pour faire les contrôles et la prévention, la gestion et tout ça. Tu as les gardes de l'OFB, les gardes de la Fédé, les bénévoles, et puis tu as aussi la gendarmerie. Donc là, il y a vraiment... Et ces bagues, s'ils veulent casser les 10 bagues à l'ouverture, et après, plus rien à voir pour le restant de l'année. Non, tu as quand même un quota journalier aussi qui doit être de 2 brochets par jour, 10 bagues par an. Quoi. D'accord, ok. Il faudrait vérifier un peu les chiffres, mais c'est 2 par jour. Ça peut être une piste. C'est une piste de gestion, sans compter qu'ils mettent en no-kill à partir du 1er novembre. Donc tu vois, ça c'est aussi quelque chose d'intéressant à prendre pour essayer de préserver les géniteurs justement. Après voilà, nous la pêche elle ferme par contre le 31 décembre, ce qui fait que oui, après c'est un peu long. Oui, ça fait un peu long là. L'hiver est long. Il nous reste la Seine, tu vois. Après c'est ça, c'est que quand tu as fini sur les lacs, il nous reste quand même la Seine. Si elle n'est pas trop en crue et tout, tu as des super pêches de brochets à faire. Et vraiment j'insiste là, tout ce qui est autour de Nogent, Marcy, tout ça, c'est vraiment super. Vous avez de la première catégorie On a de la première catégorie en amont des lacs, justement, avec quelques beaux parcours à truite, mais ça a un peu perdu de sa splendeur comparé à. Moi, j'ai l'impression que j'avais pêché la Seine, mais sur Vix, sur Gier, tout ça. Il y avait des ombres aussi, sur des chevets, il y avait moyen de faire les 3 espèces en une après-midi. T'as moyen de faire encore des belles pêches et tout ça. Par contre, il faut les chercher parce que c'est un peu plus dur qu'à une époque, quoi. Mais ça reste encore un beau territoire de pêche aussi pour la pêche. En fait, tu peux tout faire, quoi. Tu peux aussi bien pêcher les truites sur l'amont du département, que le brochet, le cendre, le silure. Le cendre, on n'en a pas trop, mais le brochet, le silure, les perches et les poissons blancs, parce que c'est aussi très coté pour la carpe. Pas grand monde vient à pêcher, mais celui qui aime bien sortir des sentiers battus à carpe. Ouais. Il peut se faire vraiment plus. C'est vrai que tous les carpistes vont sur les grands réservoirs, et c'est vrai que les rivières. Sur les grands réservoirs, sur les plans d'eau privés, ils délaissent la Seine. La Seine, hein. Pour le plaisir de certains. Voilà, exactement, tout à fait. Toi, Maxime, tu connais en tant que Jean de l'Est, est-ce que tu connais l'eau ? Est-ce que tu y es déjà allé ? Non, je suis jamais allé. Non, en voisin, non, jamais. Non, je suis resté assez. Tu vois, c'est vraiment nord-est, les Vosges, puis après, du coup, les Alpes aujourd'hui. Mais dans les Vosges, on a aussi les beaux petits plans d'eau, les petits plans d'eau cachés qui sont pas mal. Ouais. Après, cette zone de l'Est est quand même connue aussi pour les tueurs en série et les trucs un peu. C'est vrai que ça donne pas spécialement envie. Ça va aussi. C'est un peu ils font beaucoup de serial killers là-bas, ça. C'est une usine à. On dira pas ce qui se fait dans le Nord. Hein. Non, on les tue pas. Donc non, jamais en voisin. Bon, écoute, tu vois, il y a une invitation lancée. Avec grand plaisir. Toi, Arnaud. Il connaît un peu Est-ce que tu vas rendre de temps en temps des petites visites Ouais, mais on court tous un peu après le temps, mais oui, à chaque fois que je peux, j'y vais. J'ai pêché régulièrement avec Vincent là, sur ces petits lacs, sur Orient. J'ai même guidé un peu avec lui là-bas. Sur sa rivière aussi. Donc oui, c'est des lacs avec des potentiels incroyables. La Seine sauvage là, j'ai souvenir magnifique. L'eau est magnifique. Il faut pas arriver avec un ranger, sinon tu poses l'engrais dès le premier rush. Non,
mais il a un terrain de jeu qui est fantastique, puis il le connaît très bien et il fait ça très bien. Parce que je t'ai vu dans une compétition où t'es obligé carrément d'aller au charbon, de sortir avec tes waders pour tirer ton bateau pour aller dans la fosse du dessus. On l'a fait exactement sur la Seine amont là, sur la partie encore deuxième catégorie, mais vraiment magnifique, hyper sauvage, l'eau très claire. Et là, par contre, il faut mieux partir avec les waders, quoi. Ouais. Sinon, tu peux vite galérer et pas pouvoir pêcher, quoi. Alors, dis-nous un peu, là, toi qui as pas mal bourlingué en tant que guide, c'est quoi ton plus beau, un de tes plus beaux souvenirs en termes de guidage, que ça soit en France ou à l'étranger? Bah là, bon, comme il y a Arnaud, je pourrais dire que c'est avec Arnaud, mais on va rester un peu. En plus, c'est vrai, ça va faire faux. Ça va raconter toute chose, c'est pas grave. Vous dormez à l'hôtel ce soir, vous allez frayer. Alors pour le coup, il y a un des plus beaux, parce que mon record broc, c'était avec Arnaud aux Pays-Bas, tu vois. C'était un 125 magnifique là, et c'était assez sympa de le partager, mais ensemble. Mais après, mon plus beau souvenir. Et ça, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment mon plus beau souvenir, parce que j'ai consacré un peu ma vie à ça, et les dernières années, c'est ma carrière de guide, quoi. Ce que j'ai le plus kiffé, c'est d'axer toute ma vie et tout autour de ça, quoi, autour de la pêche, du guidage. Et j'aime vraiment ça. Exactement. Et j'aime vraiment ça au point d'y passer vraiment beaucoup de temps, d'être incapable de dire non, et en même temps, voilà, si j'y vais pas. J'y vais beaucoup, et si j'y vais pas, je tremble encore, quoi. Bon, t'as 5 mois où tu peux pas pêcher, donc t'as le temps de... Mais j'y vais. Je pars au soleil, je pars guider à des exos, je guide dans le privé, du coup, parce qu'on peut encore pêcher dans le privé. Et je trouve les solutions pour pouvoir aller à la pêche, même quand on peut pas y aller. Et pour guider les gars qui veulent aussi pêcher quand on peut pas pêcher, quoi. Et il y en a. Bon, bah alors, voilà une belle histoire. On va passer tout de suite à notre rubrique phare. Bluff ou pas bluff? Alors dans la rubrique faut pas se leurrer, bluff ou pas bluff, je vous rappelle, c'était à moi de trouver un bluff lors de la dernière émission avec Nolan Roux et puis avec notre ami Gaël. Le bluff ou pas bluff, c'était que suis-je le détenteur du record mondial du carassin? Alors les gars... Comment Nolan me connaissant en tant que carpiste, il avait dit pas bluff, Gaël avait plutôt dit bluff. Messieurs, suis-je le détenteur du record du monde de carassin? Ouais, pas bluff. Pas bluff? Ouais. Pas bluff. Arnaud le mytho. Ouais. Bluff ou pas bluff? On a dit bluff ou pas bluff, on a le droit de faire des... Ah bah non, mais du coup, vas-y. Je dirais pas bluff, ouais, ça me fait bien marrer l'histoire. Bon, toi, les carassins, ça te parle? Vu que t'as pêché là-haut, ouais, je dirais que c'est pas bluff. Hein. Il y avait pas grand-chose à une époque là. Eh bien non, à 1 kilo près, c'est un bluff. Je ne suis pas détenteur du record du monde. Je l'ai longtemps cru, on le voit à l'image, je l'ai longtemps cru. En fait, j'ai fait un carassin de 7 kilos. Je pensais que c'était une carpe. Je l'ai mis à l'épuisette, j'étais tout seul, je fais la photo, je l'ai pesé. Et puis c'est en rentrant chez moi, en envoyant la photo à un pote, en disant mais il a une cuirasse la carpe, elle a une de ses cuirasses. Et mon pote me dit mais t'es gogol, t'avais pas elle avait même pas de barbillon et tout. Et en fait effectivement c'était bel et bien un carassin. Et le record du monde est à 8 kg 2. Ah ok, là il y a qu'un kilo, d'accord, donc t'es quand même pas très loin. Là, je suis pas loin. Bon okay. Voilà. Bon. Donc c'était un bluff. Nos amis du Casar enchaîné vont pouvoir avoir la réponse. Ah ouais, c'est bien, là, on sait qu'ils sont fans. Je vais encore en prendre pour mon grade, là, je sens, c'est à moi là en plus. Là c'est au tour d'Arnaud de nous trouver un bluff. Eh ben je vais rester un peu dans le même esprit. Dans l'esprit d'idée. Exactement, il y a je dirais une petite dizaine d'années de ça là, c'était au mois de mai et Vincent est venu pêcher avec moi. Mais vous êtes mariés vous deux, c'est pas non mais on a passé pas mal de temps sur l'eau. Il vient pêcher les cendres après l'ouverture avec moi là. Et puis à un moment, une entrée de dard, il prend une grosse touche, gros combat. Donc pendant quelques minutes là, on s'est dit quelques minutes, c'est long. On s'est dit c'est un très très gros centre. Finalement, je dis non, c'est un gros brochet. Après, je dis non, c'est un gros brochet harponné. Et puis finalement, on a pris le poisson. Et il a battu le record de France de tanche. Je sais pas si on a la photo, je l'avais envoyée, est-ce qu'elle va s'afficher? Non, elle est pas là. Bon, c'est pas grave, vous la verrez la prochaine fois. La prochaine fois, on verra la tanche de Vincent. Exactement, et il a le record, il a le record de France. Alors, Maxime, en grand spécialiste des cyprinidés, bluff ou pas bluff? Est-ce que Vincent est le roi de la tanche? Ou le roi des tanches. Peut-être. Prends une tanche au leurre, mais record de France, je dirais bluff. Bluff. Ouais, il faudrait que je vous montre la photo, c'est dommage. Alors du coup, on peut pas vous demander à vous deux parce que forcément vous êtes dedans parce que il y en a un qui l'a prise et moi je dis bluff.
Parce que Arnaud, c'est toujours un peu alambiqué l'histoire. Un petit indice, je me suis spécialisé sur la pêche de la tanche suite à ça. Depuis. D'accord, il a développé toute une l'Europe gamme. va pêcher la tanche avec le roi des tanches. Bon. Au mois de juillet principalement. Tanche ou pas tanche, on passe tout de suite maintenant, on va direction dans l'atelier. Alors, dans l'atelier aujourd'hui, on va parler du montage pour pêcher la tanche. Justement, en plus sérieusement, on est en tout début d'ouverture au carnassier, c'est le printemps, les herbiers commencent à sortir à droite à gauche, les nénuphars, les eaux se réchauffent et on va parler d'un leurre. Alors, oubliez, pas oublier, ça dépend un peu surtout des saisons, c'est le spinnerbait, made in USA, le fameux spinner, la cuillère américaine. Alors, quand les utiliser, est-ce que c'est vraiment un leurre pour le printemps? Quelle taille utiliser? Est-ce qu'effectivement, comme on dit, comme il y a un hameçon simple avec l'armature flexible, est-ce qu'on fait plus de décroches? Maxime, est-ce que tu es un pêcheur au spinner? Non, à part pour la truite, les tout petits Les tout spinners. petits spinners, ouais, là, chez Lucky, ouais, très bon. Ça m'a sauvé très trois bon. fois, ouais. Très bon. Mais pour le brochet, non. Non, jamais trop? Jamais. Non, t'as pas de souvenir? J'en ai dans la boîte, mais j'aime. Ouais, tu les mets jamais? Non, C'est je pas. suis pas Pourquoi fan. alors? Pourquoi tu les mets? T'es pas fan et tu les mets pas? Parce que j'ai pas pris beaucoup avec. Ouais, c'est ça. C'est Je pas suis ton leurre de vraiment- confiance, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai vraiment pas confiance avec, ouais. D'accord. Arnaud, spinner or not spinner? Of course, spinner. Of course. Les spinners, on en a parlé ensemble, avec c'était un leurre important, intéressant à aborder. Parce que souvent, moi, on a des questions à cette période-là. Je reçois des questions de gamins qui débutent la pêche ou de gens qui se mettent au carnassier et qui me demandent là, comment attaquer l'ouverture, comment prendre des poissons au mois de mai de façon assez simple. Et j'ai pensé au spinner parce que, enfin, on a parlé du spinner parce que c'est un leurre qui est facile à mettre. Ça, c'est le truc, tu le sors de la boîte, Tu le sors de la boîte, l'accroches, tu le jettes. tu le lances, même dans Et les c'est arbres, des il poissons qui te s'accroche pas. ramènent. Enfin, s'accroche Non, peu. en fait, c'est ça. C'est que c'est facile. C'est un leurre qui est facile à utiliser. Ça déclenche quand même beaucoup de touches. Ça s'accroche peu. Ça passe bien dans les bois morts. Ça passe bien dans les herbiers. Ça permet de pêcher vite, de prospecter. Donc, même si on connaît pas trop l'endroit où on va pêcher, on peut se balader au bord de l'eau en marchant assez vite, en faisant des lancers à droite à Ouais, gauche. on mange des bornes. On mange des bornes. Et voilà, on pêche un peu en power, comme on dit, dans le Alors milieu. pourquoi c'est aussi efficace? Tu dis ça prend autant de poissons. Bah, c'est efficace parce que. Qu'est-ce qui fait l'efficacité de justement de Il ce y a leurre? deux choses. La première, c'est que c'est un leurre qui permet de pêcher dans les milieux encombrés, à l'endroit où les carnassiers aiment bien se réfugier et sont un peu à l'abri, donc sont un peu plus enclins à prendre des leurres qu'en pléno. Et puis ensuite, on sait que la vibration des cuillères, la vibration métal, elle est très bien ressentie par les poissons. Voilà, on peut, puis t'as cet effet jupe, ça cumule les signaux vibratoires, visuels, voilà, ça passe un peu partout. Donc c'est un leurre qui est vraiment efficace. Et j'ai envie de dire, pour quelqu'un qui démarre, qui veut prendre ses premiers brochets, voilà, c'est un leurre un peu incontournable, qui est abordable, qu'on peut utiliser avec n'importe quelle canne, du bord, en bateau, même s'il y a des roseaux devant, même s'il y a un bois mort, ça s'accrochera pas. Le petit conseil, c'est de ferrer un peu fort, parce qu'effectivement, il y a juste l'hameçon simple, il faut plier l'armature, donc faut pas oublier de ferrer, mais c'est un leurre efficace qui permettra à tout le monde de prendre ses premiers poissons. Alors du coup, par contre, on va dire que c'est un leurre. Tu le lances, tu le ramènes. On fait pas pour les débutants, on fait pas de pause parce que sinon il tombe comme une feuille. Enfin. Oui. Après, on peut pêcher tout doucement, en se rapprochant du fond. Moi, c'est ce que je me dis, c'est que c'est quand même un leurre que j'utilise beaucoup pour pêcher très lentement. Près du fond, voilà. Très lentement, ça renvoie plein de signaux en étant assez lent. En étant assez lent, après, bon, alors après, il y a plein, ça peut devenir technique, un spinner, hein, il y a plein de formes de palettes, etc. On peut faire du buzzing en surface, voilà, mais j'ai envie de dire, on peut s'en servir vraiment comme une simple cuillère tournante, en le lançant, en le ramenant, ça marche déjà très bien. Effectivement, après, plus on va avoir des palettes qui sont rondes, et puis plus on va avoir des palettes qui vont tourner loin de l'axe, qui vont pousser de l'eau et qui vont émettre de fortes vibrations. C'est souvent des palettes qui sont privilégiées par les pêcheurs qui cherchent les gros brochets, par exemple. Plus on a des palettes en de feuilles de saule elles vont nager près de l'axe, elles vont nager plus vite, le spinner sera plus agile, donc ça passera mieux dans tous les obstacles, etc. On peut faire finalement pas mal de choses avec ce leurre-là. Hein. C'est un leurre comme l'a dit Maxime, ça peut prendre des perches dans les petites tailles, ça peut prendre des truites, ça prend des brochets, ça prend des silures, voilà. ça peut prendre des cendres à certaines occasions, à certains moments. Sur les nids. sur les nids, très bien. Non, mais c'est un leurre à blesse qui a été développé pour le black bass, hein, au départ, c'est américain. Donc ça prend un peu tous les carnassiers, mais les brochets réagissent très bien. Et puis, si c'est un plan d'eau avec des herbiers, bon, bah voilà, il n'y a pas de trip, ça passe très bien et ça permet d'attraper des poissons assez facilement, quoi. Vince, toi le roi de la tanche. Ah, on y vient. Est-ce que t'es aussi le roi de la ferraille? Bah écoute, le spinner, t'en as tout le temps dans tes boîtes, hein, ça c'est pas le problème. Moi, il quitte pas mon bacan, ça c'est une certitude. Après, j'utilise toute l'année.
sans exception, je peux faire des très belles pêches en hiver. Ah ouais, donc c'est pas le leurre printanier par excellence ou... Ah non, c'est un leurre c'est un leurre de tout. Ah ouais. Oui. Moi, je me suis fait faire des très belles pêches au mois de janvier dans des gros coups de vent, à le ramener vite n'importe comment. Alors ouais, donc on dit souvent spinner, vent, il faut quand même du vent. Ouais, si la surface est ridée, c'est pas mal. C'est mieux, ça aide en tout cas. Quoi. Et donc t'as fait des belles pêches même l'hiver? L'hiver, l'été, dans les herbiers, dans les bois morts, t'as plein de manières de le ramener, mais dans l'ensemble, c'est un leurre 4x4. C'est tu le prends, tu le lances... Si un poisson, t'as beaucoup de chances de le faire, t'as les palettes, t'as la jupe, t'as le volume que ça génère. Après, le seul inconvénient qu'on va lui trouver, entre guillemets, mais c'est à la fois son avantage, c'est que comme il s'accroche peu, les poissons, on a tendance à les rater un peu. Mais si tu fais efficace, et puis au pire, tu rajoutes un petit parce que tout à l'heure, il vient de dire qu'il faut faire effort. Ouais, tu fais fort, c'est ça, exactement. C'est le mono-hameçon qui fait que... C'est ça, mais après, si vraiment t'es dans un milieu à peine moins encombré et tout, tu mets un petit hameçon chance là derrière, tu sais, les hameçons simples que tu as juste à implanter. Tu as déjà beaucoup moins de déchets et voilà, ça reste une arme redoutable, valeur sûre, quelle que soit la saison, c'est ça exactement. Moi, je vous dis, le spinner, je fais un bass ou un brochet, tant qu'il n'est pas dans l'épuisette, je fais de l'huile avec mes fesses parce que c'est vraiment le leurre. J'ai toujours l'impression alors, je peux te faire peut-être pas assez. Avec des cannes trop puissantes, peut-être. Ouais, peut-être, d'accord. Ok. C'est vrai que je pêche avec des cannes un peu trop puissantes. C'est vrai que pour les spinners, une canne pour pêcher au spinner, tiens Arnaud, c'est quoi ton combo idéal, notamment si des débutants veulent se lancer C'est une MH là, moderate fast, tu vois, donc avec une action pour être plus clair, avec une action pas trop de pointe, pas trop dure, peu molle, 10-40 grammes, c'est parfait quoi, qui fait 2m10, 2m20. Voilà, puis un ratio qui est pas trop élevé sur le moulinet là, donc un moulinet qui ramène pas trop vite. Idéalement en casting pour moins peiner à la récupération et puis moins solliciter le matériel, mais ça passe aussi avec une canne spinning, avec un petit moulinet 2005 ou 4000. Voilà, ça peut être utilisé dans plein de conditions avec plein de combos. Top, messieurs. Et bien maintenant, c'est l'heure de la belle histoire du jour, tout de suite, parce qu'on a quelqu'un au bout du fil. Alors au bout du fil cette semaine, nous avons Sacha, un auditeur qui nous a appelé au 06 12 424 424 avec le hashtag pêche ou au 32 16 touche 5. Salut Sacha, est-ce que tu nous entends? Bonjour, ouais, je vous entends bien, ouais. Nickel, en plus t'es au bord de l'eau, il fait beau. Ouais, on a la chance, il fait beau aujourd'hui, ouais. Alors Sacha, est-ce que tu peux te présenter? Tu viens d'où? T'as quel âge? Je m'appelle Sacha Guérin, j'ai 22 ans, j'habite à Fougères, une petite ville dans le nord de Rennes. Et puis voilà, quoi. En Bretagne? Ouais, c'est ça, en Bretagne, ouais. Il fait beau en Bretagne, messieurs. Ouais. Voilà, il fait meilleur qu'en Irlande. C'est le seul endroit de France où il y a un nuage. Il fait beau en ce moment, on a de la chance. Alors Sacha, t'as une superbe histoire à nous raconter. Nous sommes tout oui. Ouais, c'était quand? C'était il y a 2 semaines, je pêchais le brochet dans un étang privé, du coup, parce que c'est encore fermé par chez nous, dans un étang privé d'un ami. Et on était en fin de session. C'était pas fameux. Il faisait froid, les poissons ils étaient apathiques, ils étaient pas trop mordeurs, pardon. Et j'avais ma canne qui traînait, j'avais ma canne sur mes cuisses, pardon, une palmée pour rentrer à la mise à l'eau. Et il y a un brochet qui est venu prendre vraiment dans mes palmes. Mon leurre vraiment en surface, c'était un one-up en texan qui était pas plombé parce que je pêchais dans des zones de nénuphars. Et genre le truc improbable quoi. Et j'ai réussi à rattraper ma canne au dernier moment. En plus j'étais sur mon téléphone. J'ai pas perdu le téléphone et j'ai fait le poisson. Alors je l'avais vu sur les réseaux, c'est une histoire de fou parce que là entre la canne t'as failli partir, à un moment donné t'as le choix entre jeter le téléphone, attraper la canne. En plus t'étais en train d'à moitié de parler avec un copain je crois, c'est ça? Ouais c'est ça, j'étais en train d'envoyer un message à un ami à ce moment-là. D'accord, et ce poisson faisait combien alors du coup? Il devait faire à peu près 70. D'accord, et alors cette vidéo elle a fait le buzz parce que je suis pas sur les réseaux mais je l'ai vu passer 3 ou 4 fois dans la semaine. Ouais, elle a bien marché, ouais, ça va. D'accord, bah ça vous est déjà arrivé un truc comme ça vous les gars là? Ouais, j'écoute ça pas que ça mais Ça m'est arrivé en bateau il y a 15 jours là. Pas de brochet pour la carpe, ouais. À la carpe, ça t'est déjà arrivé toi? Tu poses la canne, tu as le frein serré, parce que tu pêches devant les. Ouais. Tu te retournes et puis. oui, si, en fait. C'est marré plein de fois, le reposer à la surface, le truc, le poisson mort, là, et puis tu as tout qui s'en va. Ah, exactement. Alors, ça, c'est des histoires comme on aime. On te remercie, Sacha. On lui offre on a un petit cadeau de la part de l'équipe, là, non? Lui offre. Voilà. Bah, ça mérite, non? Bah ouais. Écoute, on t'offre un moulinet au Cuma, là, un 4000 pour aller à la pêche. Tout neuf, tout beau. Bah, c'est gentil de votre part. Voilà, t'aurais pu perdre la canne, en fait. Ouais, j'aurais pu, ouais. Sacha, on te remercie. Bonne saison du Carnat à toi.
Je vous remercie et bonne saison à vous, bonne journée. Ciao. Donc si Salut. vous voulez Salut, Sacha. comme Sacha nous raconter une belle histoire, comme je l'ai dit, au 32 16 touche 5 sur Direct Studio ou sur WhatsApp au 06 12 424 424 avec le hashtag pêche, c'est comme j'aime.fr, voilà, c'est pareil. Bon, les gars, on est déjà arrivé à la fin. Ah, ça passe vite. Ça va vite, hein, que c'est ça aussi vite que quand on est sur l'eau, quoi. C'est voilà, pareil. c'est déjà l'heure du dernier lancer, comme on dit. En bonne compagnie, c'est normal. Quoi. Bah voilà, merci les gars. Alors Max, t'as bon vent à ton appli The Fisher. C'est gentil, merci. Est-ce que tu as une course là qui arrive au mois d'août, c'est ça? T'en fais qu'une? Là, cette année, il n'y aura pas de course pour moi. Non. Voilà. Pas d'ultra trail, pas le Mont Blanc, non? J'ai un autre track qui commence, je vais être papa dans pas longtemps. Donc, Ah mais oui. donc du Ah coup, ouais, ça nous traite. Voilà, Ouais, ça, voilà. voilà, gros trail. donc là, Gros j'ai un petit truc qui m'attend à la maison là bientôt, donc voilà. Bon bah c'est top. Arnaud, on se retrouve dans 15 jours. On se retrouve dans 15 jours. J'aurai la avec chance plaisir. de t'avoir encore parmi nous. Vincent, rentre bien dans l'Aube. Merci, ouais, je vais rentrer. Bonne saison à toi. Voilà, merci à vous, merci à tous. À très vite sur l'eau et dans Quand les tu veux, compétitions. Quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Messieurs, très très bonne continuation de saison au Carnassier. Et comme je dis à chaque fois, les 5 lettres. Ciao. Ciao. Ciao.